Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international, avec bien sûr nos chroniqueurs qui sont là, qui sont des hommes des médias, des analystes et des chroniqueurs. Nous allons donc échanger sur un ensemble de sujets. Au plan national, nous allons évoquer le rapport du MDHP, rapport sur les tueries donc, de l'armée burkinabé à Caen et à Ban et dans d'autres localités, rapport donc, qui soulève des vagues. Nous parlerons donc de ces faits-là. Et puis, deuxième sujet, il est question des auditions de Jean-Baptiste Ouédraogo et de Chérif Sy. Jean-Baptiste Ouédraogo, c'est l'ancien président du Faso, et Chérif Sy qui sont passés à la barre comme témoins dans le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015. Et puis, troisième sujet, nous allons parler donc de Minefit, une crise encore au Minefit où les agents annoncent des blocages de services. On va donc évoquer ce sujet-là. Et puis, dernier sujet, c'est au plan international avec l'Algérie où le Bouteflika a donc finalement jeté l'éponge. Il renonce donc à un 5e mandat. Nous allons donc évoquer ce sujet-là et je suis avec mes invités, Mamadou Ali Compaoré. Il est donc journaliste à la RTB, Télévision Nationale. Il est ancien rédacteur en chef et présentateur du journal. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis à l'extrême gauche, Vokouma Joachim, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net qui est un journal en ligne. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. Et juste à côté, Dr Évariste Faustin Konsebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également le premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis enfin, dernier invité, André-Eugène Ilboudo. Il est homme des médias, directeur de la radio des écoles. Merci à tous d'être là. Et nous commençons ce Presse Éco, qui est un Presse Éco alternatif. Vous aurez l'occasion donc de réagir dans la deuxième partie en appelant. Mais vous pouvez déjà appeler à ce numéro qui s'affiche là pour vous inscrire sur notre liste et on vous rappelle pour vos interventions. Donc on commence avec un sujet quand même qui est un vieux sujet, on va dire, qui porte sur la Ve République. Le débat voie parlementaire, voie référendaire est revenu cette fois-ci avec des sorties, mais qui ne laissent pas totalement une clarté dans l'affaire. Alors, c'est le ministre Bagoro déjà qui dit que la décision du gouvernement, c'est d'aller par la voie parlementaire, et puis un tollé, et puis ensuite la commission constitutionnelle qui rencontre le chef de l'État, qui sort, qui annonce que le chef de l'État est pour la voie référendaire. Finalement, que dit le chef de l'État? Qu'est-ce qu'il faut attendre par ça, Ali? Bon, la question de l'adoption de la Constitution a fait l'objet de beaucoup de discussions ici et je pense que chacun de nous a pu donner son point de vue. Je pense que si le ministre Bagoro a parlé, je crois qu'il voulait sonder un peu l'opinion pour voir de quel côté va l'opinion. Mais ici, sur ce plateau, nous avons tous dit que c'était la voie référendaire qui était la meilleure pour adopter une Constitution. Le chef de l'État, lui aussi, avec la rencontre qu'il a eue, a dit que c'était la voie référendaire qui était. Donc il faut saluer. Mais en même temps, ce que nous disons toujours, il y a toujours une cacophonie au sein de ce gouvernement où apparemment on ne sait pas qui dit quoi, qui dit ceci, là. Mais ce qui est certain, c'est la voie référendaire qui est la meilleure. Mais ils font face à un certain nombre de situations. Le nord du pays est en difficulté, à l'est également. Et je pense qu'ils sont en train de se préparer sur ces petits points-là pour nous dire, bon, à la fin, on ne peut pas faire la voie référendaire parce que le nord est ceci, parce que l'est est ceci. On les voit venir. Mais dans tous les cas, la voie référendaire, pour moi, reste la meilleure parce que c'est à cause de cette constitution qu'il y a eu beaucoup de troubles en 2014 dans ce pays. Il faut faire une voie référendaire et puis marquer la constitution burkinabé dans le marbre de telle sorte que personne ne puisse toucher à la Constitution sans l'aval du peuple souverain. Merci. Et Vokouma, alors dans la Constitution, l'article 195, donc dans la nouvelle Constitution, dit que voilà, la voie d'adoption de la Constitution, la voie référendaire. Bon, je veux profiter, merci de m'inviter pour cette émission. Ça tombe bien parce que sur ce sujet-là, c'est nous qui avons sorti l'information, le 12 mars. D'accord. René Bagoro a participé au Congrès mondial de lutte contre la peine de mort à Bruxelles, qui s'est tenu du 26 février au 1er mars. Et c'est lors de ce congrès que, faisant le point des pays où la peine de mort est abolie ou où elle ne l'est pas, ils sont cités un certain nombre de pays. Et le ministre Bagoro, dans son intervention, a expliqué clairement, on le cite dans l'article que nous avons publié le 12 mars, on le cite et dit que la peine de mort va être abolie dans la nouvelle constitution qui sera adoptée en mars. C'est aussi clair, c'est aussi simple et clair. Au mois de mars, mathématiquement, on ne peut plus organiser un référendum
avant fin mars. C'est évident. Donc, nous avons conclu que le gouvernement a tranché en faveur de la voie parlementaire, ce qui était possible techniquement et dans le temps. Bon. Malheureusement, les réseaux sociaux ont repris l'information sans citer la source et ça a donné lieu à toute une sorte de commentaires farfelus. Certains nous ont traité de fake news, ce qui est une infamie pour un journal. Mais les choses sont assez claires. Oui, mais est-ce que la confusion n'a pas été créée? Moi, personnellement, j'ai lu l'article sur Kassetou.net, mais quand Kassetou fait des déductions, c'est pas une déduction. Parce que René Bagoro, est-ce qu'il a dit clairement que c'est la voie qui a été parlementaire qui a été arrêtée, ou est-ce que c'est une déduction apparemment que vous avez faite? Mais quand il dit que ça sera adopté en mars, vous pensez qu'on peut organiser un référendum d'ici fin mars? Donc c'est la voie parlementaire, c'est évident. C'est une déduction. Évidemment, qui s'impose. Je veux dire, je ne vois pas quelle alternative encore on peut imaginer quand il dit ça. Il a donné un échéancier fin mars. Il a dit mars. Bon, en mars, on ne peut plus faire un référendum. Quand on sait toutes les conditions qu'il faut réunir pour organiser un référendum. Donc c'est forcément par la voie parlementaire. Est-ce qu'il y a eu un cafouillage? Est-ce qu'il a donné l'information plus tôt qu'il ne fallait? Ça, je n'en sais rien. Mais je constate qu'il n'a pas démenti les propos qu'il a tenu et que nous avons rapporté. Ça, pour nous, c'est l'essentiel. D'accord. Maintenant, pour la voie parlementaire, moi, je suis favorable à la voie parlementaire pour 1000 raisons, mais je vais aller très vite. À la différence de la Côte d'Ivoire, où le président Ouattara a réuni un comité d'experts qui ont écrit une constitution qu'il a ensuite soumise au référendum, au Burkina, on a créé une commission constitutionnelle de 92 membres, qui comprend l'opposition, la majorité, les OSC, l'armée, les associations de femmes du pays, tout le monde. Et ils ont travaillé sur le consensus, de manière consensuelle. Le consensus de ceux qui sont dans la commission. Évidemment. Mais qui n'ont pas le consensus du peuple. En dehors d'un seul point. Il y a un seul point qui a fait l'objet de polémique, c'est la peine de mort. Mais le Parlement, je vous rappelle que le Parlement a voté, je crois que c'est en mai 2018, une loi qui abolit la peine de mort. Dans le code pénal, ça n'existe plus. Donc, la Constitution va entériner va donner un statut plus supérieur à la loi qui a déjà voté contre la peine de mort. Oui, mais d'accord. Ce débat-là, on l'a déjà mené. On ne va pas revenir dessus. Non, ce que je vais dire, c'est que la Constitution a ensuite été expliquée dans les régions. On est même allé à l'étranger pour expliquer cela. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de faire un référendum? Allons vite. Quand on a expliqué la Constitution, quelle a été vraiment la décision de ces populations-là? Est-ce qu'on leur a permis de décider? Parce que quand on explique, c'est après qu'on décide. Est-ce que les personnes ont décidé? J'ai dit, comme Ali vient de dire tout à l'heure, que démocratiquement, la voie référendaire est qualitativement supérieure à la voie parlementaire. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Mais après ce que je viens de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se lever pendant la campagne là, pour dire de voter non contre le référendum, la Constitution? Ça, c'est une supposition. Non, les gens ont travaillé de façon consensuelle. Les gens ont travaillé de façon consensuelle. D'accord. Si à l'Assemblée nationale, les 127 députés votent à l'unanimité pour cette Constitution-là, pour moi, elle a une valeur, une légitimité aussi importante. D'accord. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les modifications constitutionnelles sont le plus souvent passées par la voie parlementaire. On en a vu près de 20 fois avec notre Constitution. Ici, il y a quelque chose quand même qui est important dans la forme. La Constitution même dispose en son article 195 que l'adoption se fait par voie parlementaire. La nouvelle? La nouvelle, bien sûr. D'accord. Mais cela dit, moi, je voulais dire deux choses. L'adoption de la modification de la Constitution est une promesse de campagne du président Roch. Mais je dois dire qu'à l'an 3+ de son mandat, ce qui me manque le plus au Burkina, ce n'est pas une nouvelle Constitution. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme Joachim l'a dit, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous allez avoir 2 ou 3 entités qui vont dire d'aller voter contre cette Constitution et on aura besoin de jauger l'assise de la Constitution. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme difficulté, avec tout problème, j'ai dit adopter la Constitution par voie parlementaire, c'est très bien parce que ça fait le gombo de certains. Mais j'ai dit au niveau du Burkina aujourd'hui, là. Le référendaire. Ça fait le gombo de certains. Mais je vais dire à l'heure actuelle aujourd'hui, si on peut prendre l'argent que l'on va distribuer pour ceux qui vont aller faire
la campagne pour la Constitution en la mettant, en équipant les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, on gagnerait plus. Moi, je pense que c'est une question d'opportunité. Mais cela dit, les politiciens et tout ce qui gravite autour, chacun a son gombo. D'accord. Évariste Concebo, est-ce que ça sert à quelque chose si le président a fait 3 années de gouvernement, les institutions fonctionnent, il gouverne, il n'a pas de problème. Est-ce que ce n'est pas un luxe de penser même de faire une autre république ou de penser de vouloir faire un référendum ou voilà, de changer de constitution parce qu'apparemment, il n'y a vraiment rien dans la constitution qui est dérangeant? C'est superflu. J'ai déjà eu à dire ici que l'essentiel avait été réglé pendant la transition. C'était le verrouillage de l'article 37 de l'histoire du Sénat. Maintenant que l'on veut dire que c'est une promesse de campagne, et moi je trouve que dans sa campagne, il y a beaucoup de promesses qu'il a faites qui sont loin d'être tenues. Et ce n'est pas simplement le passage à la 5e République. Maintenant, au demeurant, c'est vrai que d'autres arguments que les gens avancent, c'est la qualité du référendum. Mais attendez, il faut nuancer. Quelle est la proportion des Burkinabés qui se sont appropriés le contenu, qui savent même de quoi il est question dans cette modification? Ça, il ne faut pas se leurrer. Ça va impacter la qualité. Donc, de ce point de vue, quand on regarde, donc, Eugène parlait d'opportunité, moi je dirais utilité. Quand on lit ça au contexte actuel, franchement, il n'y a ni l'opportunité ni l'utilité, on n'en voit pas. D'accord. Voilà. Merci. Oui, Ali. La dernière fois, chaque fois qu'on a parlé de la modification de la Constitution, tous, on était unanimés pour dire, à quelques exceptions près, qu'il n'y avait rien, oui, c'est pour ça que j'ai dit à quelques exceptions près, on a tous dit qu'il n'y avait rien à modifier à l'intérieur de la Constitution. Ce qui a envoyé le conflit en 2014, c'est la modification de l'article 37. Et le CNT, le Conseil national de la transition, a dit l'article 37 est verrouillé. D'accord. Where is the débat? Merci. Mais il s'agit aussi d'une question de parole d'honneur du président. C'était une campagne. Lors de la campagne, le président a fait l'annonce. Effectivement, par la voie parlementaire, le combo est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus facile à distribuer. C'est pas que le combo, c'est l'engagement du président. Merci. On va évoluer pour parler en second lieu du rapport du MBDHP, qui est un rapport qui, en tout cas, publié, déjà soulève beaucoup de vagues. Le rapport révèle un ensemble de... Je prends bien sûr les termes, c'est des exécutions sommaires au niveau donc de Bomboro, de Caen et de Ban suite à l'opération de neutralisation des 146 terroristes par l'armée. Alors, le rapport ressort qu'il y a des exécutions sommaires. Puis, suite à ça, le ministère donc, de la Communication, donc le gouvernement a fait un communiqué pour nuancer ou remettre en doute les investigations, le crédit des investigations du MDHP et annoncer qu'il y a des investigations qui sont en train d'être menées. Et le MDHP aussi a répondu justement. Alors, moi, je voudrais vous poser la question, Évariste Concebo, l'analyse par rapport aux faits qui ont été révélés par le MDH. Le contre-pied, on va dire. Souvenez-vous, il y a eu le cas de Yirgou, où il y a toujours encore des zones de non-éclaircissement qui demeurent. Et voici maintenant un nouveau cas qui vient s'ajouter. Maintenant, le MDHP a donné sa méthodologie. Et ils sont allés sur le terrain et ils ont interviewé des personnes physiques qui existent. Et ils ont en plus eu des témoignages. Ils ont ramené des éléments matériels de preuve. Que voulez-vous dire? Maintenant, si le gouvernement conteste, le gouvernement doit apporter la preuve contraire. Or, pour le moment, il s'agit de contestation, il n'y a rien d'autre. Donc, on ne peut pas remettre en doute, quand on regarde la méthodologie en fait, de travail du MBDHP, il est très très difficile de remettre en doute. Ceci étant, c'est vrai. Et il y a même eu des blessés là, des gens qui étaient blessés, qui se sont soignés. Et bien sûr, grâce à Dieu, ils sont vivants, ils sont revenus, ils témoignent. Donc, il y a eu un faisceau quand même de preuves qui sont là. Donc, maintenant... Et c'est vrai qu'il y a cette peur-là, on l'a toujours eu, de mettre sous le couvert donc, de la lutte contre le terrorisme, il y a des exactions et des erreurs. Maintenant, quand le ministre... Moi, je comprends aussi la position du gouvernement. Je dis que personne ne peut se prévaloir de cette turpitude. Quand on a aboli la peine de mort, nous étions un peu réservés. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Si tant est vrai que le gouvernement est sûr d'avoir arrêté les terroristes, mais la procédure, on pouvait les juger normalement. La loi permet dans des pays, s'il est avéré que les gens sont des terroristes, qu'on les exécute, ça ne sert à rien d'abolir la peine de mort et d'encourager les exactions, comment dirait, les pratiques, les exécutions extrajudiciaires. Voilà. Alors, Vokuma, quand on regarde un peu le rapport, point par point, on se rend compte que le rapport
est totalement le contraire de ce que le communiqué donc, de l'armée a révélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de combat. Donc, il n'y a pas eu de combat. Le MDHP révèle que ce sont des personnes qu'on allait tirer donc, de leur lit pour exécuter. Alors, est-ce que c'est pas suffisamment, c'est suffisamment grave pour que le gouvernement puisse donc peut-être mener des investigations ou qu'on puisse faire appel à une assistance internationale pour faire des enquêtes? Bon, moi, j'étais à la conférence de presse de MDHP pour commenter le rapport. Et après, évidemment, on suit ce qui se dit, les polémiques que ça suscite. Et bon, moi, je pense qu'il faut prendre le rapport du MDHP avec sérieux. C'est un document qui contient beaucoup d'informations. On sent que c'est des documents qui remontent du terrain. Ils racontent comment ils ont procédé, les personnes qu'ils ont rencontrées. Et il y a une liste, les 60 victimes, là, il y a une liste qu'ils ont jointe à leur rapport, avec les localités et les endroits où ils ont été tirés et exécutés. Donc c'est un document qu'il faut lire avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux, ne pas le rejeter comme ça, comme certains l'ont fait, pour des raisons que j'ignore. Le gouvernement a évidemment réagi en expliquant que voilà, il contestait, en tout cas il mettait en doute la méthode d'analyse, d'investigation du MDHP et en annonçant qu'il y a une enquête judiciaire aussi du parquet militaire qui est lancée et qui va aussi essayer de rétablir la vérité. Dans le contexte actuel, commande que ce sujet-là soit traité avec beaucoup de retenue et beaucoup de complexité. Parce que c'est quoi? Il s'agit de traiter dans le droit des gens qui agissent contre le droit, en dehors du droit. Comme à l'armée, d'ailleurs, ils ont raconté que dans leur formation, il y a des kits, même quand ils vont sur les théâtres d'opération, il y a des kits sur les droits de l'homme qu'on met dans leur sac. Hein? Donc, ils sont quand même formés aussi au respect des droits de l'homme dans leurs opérations. Même quand il faut aller très loin dans les opérations, bon, je suppose qu'ils ont cela en tête, en mémoire, quand il faut agir. Donc, cet aspect-là est important. Mais il s'agit justement d'allier le droit en défendant aussi un pays qui est attaqué par des gens qui n'ont rien à foutre du droit. Voilà. Avant que tu ne continues, je pose la question, est-ce qu'il s'agit là des terroristes ou de non-terroristes? Parce que la question c'est là, si l'armée s'en prend à des terroristes, je ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un pour dire pourquoi ou pour parler de... Bon, voilà, je ne pense pas. Parce que sur Kwame Nkrumah, ceux qui ont été tués, personne n'a dit qu'il s'agissait qu'il fallait les arrêter, il fallait les juger, il fallait les droits de l'homme, etc. Ici, la question c'est de dire, est-ce que ce sont des terroristes quand on parle les chercher chez eux à la maison? Non, c'est en cela, j'avais dit ici que c'est en cela que le débat est complexe. Le terroriste, c'est qui? En dehors de ceux qu'on a abattus, par exemple, à Ranyongo ou à Capuchino, à Kwame Nkrumah, avec des gilets pare-balles qui ont été... Bon, ce n'est pas seulement le profil du terroriste. Sous la collaboration, sous l'occupation, il y a des gens qu'on a appelés des collabos. Vous savez, en Algérie, on va peut-être en parler, il y a déjà les harkis, les gars qui ont travaillé avec l'armée française contre l'armée algérienne, là, ils ont été obligés de fuir le pays à l'indépendance. Et les collabos certains ont été fusillés, d'autres ont été tondus. Même les femmes qui ont couché avec les Allemands ont été tondues avec des morceaux de bouteilles sur la place publique pour dire qu'ils ne méritaient plus d'appartenir à la nation. Mais comment on les a identifiés? Ce n'est pas écrit ici collabo. C'est la même chose, nous sommes dans le même contexte. Donc c'est assez complexe. Quand l'armée, je pense que l'armée a fait un travail préalable avant d'agir. Il y a des renseignements généraux, il y a des services de sécurité. Parce qu'à cette Maintenant, allure, dans ce cas-là, non, il faut que effectivement d'autres enquêtes soient poussées, soient effectuées, pour qu'on sache exactement quel est le niveau de bavure. Parce que je suis convaincu qu'il y a eu certainement des bavures dans cette affaire. Mais quel est le niveau de bavure et quel est le niveau
d'action qui a porté vraiment sur des gens qui ont collaboré et qui ont donné des informations aux terroristes. Alors, oui, en fait, ce qui me dit, Évariste. bon, c'est vrai, il faut noter que sur les 146 nombres victimes annoncées, c'est sur 60 que le MBDHP en fait conteste. Mais les 96 autres, ça veut dire quoi? Non, le MDHP estime qu'il n'a pas pu donc sillonner toutes les localités. En tout cas, C'est ce toujours qu'il a est-il que pu- c'est 60 voilà, personnes. Ce qu'il a pu voilà. vérifier, ce qu'il a pu voir, ce qu'il a été donné de voir, qu'il a pu ressortir. Mais le MDHP reconnaît qu'il y a des zones qu'il n'a pas pu prospecter ou enquêter. Non, ce que je voulais André dire d'abord, Géniboudou. c'est que bon, le MBDHP est une grosse organisation. C'est une grande organisation qui, depuis plus de 20 ans, défend avec constance et rigueur, 30 ans, avec constance et rigueur les droits humains. Ça, il faut le leur reconnaître. Seulement, nous sommes dans un, comme l'a dit Joachim, nous sommes dans une situation où on doit dire que l'État a désactivé, pour reprendre leur langage, des présumés terroristes. Et le MBDHP défend des présumés innocents. Cela veut dire, je pense que ce soit le gouvernement ou que ce soit le MBDHP, il ne faut pas prendre pour parole d'évangile ni ce que le gouvernement dit, ni ce que le MBDHP dit. Chacun défend son rôle. Et c'est normal. Il y a une vérité quelque part. quand Non, même. il y a une vérité quelque part. Voilà. Et si les deux ne sont pas d'accord, on prendrait une tierce personne. D'ailleurs, le MBDHP a demandé à ce que on fasse appel à l'ONU, même bien que j'ai une réserve sur la question de l'ONU. J'ai une réserve là-dessus. Mais je veux dire, comme l'a si bien dit Joachim, on ne connaît pas un terroriste qui marche dans la rue. On ne le connaît pas. Peut-être moi-même je suis un terroriste, on n'en sait rien. Je veux dire, il ne faut pas défendre simplement. Je crois que nous n'avons pas à gagner en accusant sans retenue ce que nos forces de l'État font, les forces de défense et de sécurité font. Parce que c'est là aussi que les terroristes vont nous gagner. Et je crois que c'est une bataille qu'ils peuvent Mais est-ce gagner. qu'en même temps aussi, en craignant de limiter la portée ou l'action des forces de défense, en doutant peut-être de leurs actions sur le terrain, est-ce que aussi on ne crée pas, au contraire, une situation aussi où tout le monde peut être, à tout moment, on peut venir tuer quelqu'un et puis estimer que c'est un terroriste? Mais vous dites si bien. Vous savez, quand on est allé attaquer le Capuchino, vous croyez que ceux qui y étaient là-bas, c'est quoi? Ils étaient allés pour faire quoi? Donc vous et moi, à la sortie de cette émission-là, on peut nous attaquer. Donc je veux dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre notre État dans une situation où il ne peut pas agir. Et je crois aussi que ça, c'est un combat que les gens peuvent gagner. Je ne dis pas que ce que les forces de défense ont fait, je leur donne la communion sans confession. Mais je veux dire, il faut que nous sachions garder raison dans tout ce que nous faisons, parce que ça peut se retourner contre nous. J'imagine que, heureusement, que ceux qui... Je ne plaide pas que pour qu'un des droits de l'homme tombe. Mais vous savez, quand les terroristes viennent nous attaquer, même ceux qui les défendent là, ils peuvent mourir dans l'attaque. Donc je crois qu'il faudrait, à un certain moment donné, demander peut-être plus à l'État de faire attention aux droits humains, mais ce n'est pas les accuser systématiquement en disant que ce qu'ils font là, c'est Mais totalement je ne mort. crois pas que ici le MDHP accuse l'État. Le MDHP a fait des recommandations dans lesquelles il demande, par exemple, que des enquêtes, des investigations soient faites, qu'on fasse la part, qu'on dise exactement si ces personnes qui ont été tuées sont des présumés terroristes et que les preuves soient aussi connues. Ali. Bon, d'abord, tout le monde ici, lorsqu'il s'agit de terrorisme, je n'ai pas entendu quelqu'un sur ce plateau, en tout cas, défendre le terrorisme. Nous tous, nous avons combattu le terrorisme. Je n'aime pas parler des problèmes personnels, mais moi, Mamadou Ali Compaoré, j'ai perdu mon neveu. Ce n'est pas une affaire de neveu, c'est mon neveu direct qui est mort. Il a sauté sur une mine à Waïouya. Donc je sais de quoi il s'agit. Quand je parle, je sais de quoi il s'agit. Mais je suis de ceux qui disent que je ne suis pas d'accord avec ce qui ressemble ou ce qui est des exécutions purement sommaires. Quand on va taper à la porte des gens, on a une liste, on les fait sortir et on les bute. Ça, ce n'est pas une lutte contre les choses, ce n'est pas une lutte contre le terrorisme. C'est vrai, les gens nous mènent une lutte asymétrique. On ne sait pas qui ils sont. Ils sont dans la population, ils s'aident, ils s'entraident, ça on le sait. Mais nous avons une armée de gens formés. Tout à l'heure, Vokma même l'a bien symbolisé, ils ont dans leur panoplie un kit sur les droits humains.
il ne faut pas que les policiers, les gendarmes et les militaires, sur la base que ce sont ceci, cela, ils y arrivent et qu'ils exécutent les gens. Pas plus tard que vendredi, en Nouvelle-Zélande, il y a un monsieur qui a fait le carton dans une mosquée. Il a été pris, on l'a présenté, il va être jugé. Ça, c'est des pratiques. Il ne faut pas que les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité, que nous saluons tous les jours, parce que ces forces-là font un travail vraiment extraordinaire, ils meurent. Il y en a beaucoup qui meurent de très jeunes, de plus jeunes que nous. Certains même qui ont peut-être l'âge de nos enfants, qui meurent tous les jours. Mais ce que moi je dis, il faut faire les enquêtes normalement. Quand on repère quelqu'un comme étant un terroriste ou bien un assistant des terroristes, on le prend, surtout qu'on a son nom, on allait chez lui à 2h, 3h du matin, on le chope, on le fait sortir. Il ne faut pas que les forces de l'ordre se comportent comme des tontons macoutes, et il ne faut pas non plus que ceux qui donnent les ordres là, sur la base de, je ne sais pas moi, de l'énervement, faire comprendre à une opinion qu'on travaille et qu'on exécute. Parce que ça s'appelle des exécutions sommaires. Merci Ali. Merci Ali. Alors, Évariste, je dis quelque chose pour qu'on ne fasse pas de confusion. Personne n'est contre l'exécution d'un terroriste. On le dit, même lui qui a pris l'exemple de la France, je veux bien, même l'Algérie, mais il faut nous dire que même en France, sous l'occupation allemande, et les résistants qu'on prenait, par exemple, on en parlait de terroristes, ils étaient jugés et puis fusillés, parce qu'il y avait des règles. Il faut une procédure. Je parle des résistants, même les résistants étaient là. Sous l'occupation allemande, les terroristes étaient fusillés. Mais en fait, il faut avoir une procédure, parce qu'ici, dans ce cas, c'est quoi? C'est seule l'armée qui a la liste, c'est seule l'armée qui a les critères. Mais s'ils sont convaincus, ils ont les preuves. Pourquoi ne pas suivre une procédure transparente pour les exécuter? Pourquoi pas? Peut-être qu'il faut dire que même en matière de guerre, il y a des règles. Oui. Parce que celui qu'on a, par exemple, qui s'est rendu, on ne l'exécute pas. Mais ici, par exemple, il est révélé des aspects qui montrent qu'on aurait pu passer à autre situation qu'à des exécutions. André Génie Boudou. Non, moi je suis d'accord avec le droit. Hein. Je suis milite pour le droit. Je milite pour le droit, mais j'ai dit, ce que j'ai dit, je veux simplement attirer notre attention que nous sommes dans une situation où ceux qui nous mènent la guerre n'ont pas de droit à eux. Je suis d'accord et je prône que nos forces de défense qui sont instruits dans le droit respectent le droit tout court. Mais le drame, c'est que quand une personne saute sur une mine, j'imagine que cette personne aussi avait un droit que personne n'a respecté. D'accord. Alors, juste une précision. Oui. Juste une précision. Oui. Le MHP ne jette pas le corps comme ça sur l'ensemble. Il parle de militaires qui font la différence entre ceux qui auraient commis ces exécutions sommaires. Ce n'est pas de façon globale qu'ils accusent de façon globale. Donc, ils font la nuance et lors de la conférence de presse... Il faut ajouter quelque chose. Laisse-moi finir. Lors de la conférence de presse, le président du MHP, Chrysogoune Zoumoré, a insisté sur ça en disant ce n'est pas de façon globale que nous accusions l'armée, nous accusons des militaires qui ont exécuté sommairement les gens. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai quelque chose à dire. Je trouve que dans le contexte actuel, il faut éviter surtout d'abolir la peine de mort. Parce qu'on peut exécuter des terroristes correctement. Mais ça, c'est déjà fait, non? Oui, mais voilà. Mais c'est ça la turpitude. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Vous préférez abolir? Non, ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ils le font? Même s'il y avait la peine de mort, mais pourquoi est-ce qu'on fait... Attendez. Pourquoi est-ce qu'on fait des exécutions extrajudiciaires? Parce qu'on n'a pas un moyen légal de les exécuter. C'est tout. Donc, il faut rétablir la peine de mort. Voilà. D'accord. Ça n'a rien à voir. Au début, j'ai dit que je n'aime pas les problèmes personnels. Moi, je suis musulman. Dans la loi musulmane, il y a la charia. Dans la charia, il y a la peine de mort. Mais moi, j'ai milité contre la peine de mort au Burkina Faso. Pourquoi j'ai milité? Parce que, justement, j'avais le pressentiment que sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'état de droit, la lutte contre ceci, cela, tout le monde pouvait recevoir une balle dans la tête sous le prétexte qu'il a ceci, cela. Et je dis bien, ceux qui sont morts, nous tous, nous avons condamné et on condamne tous les jours les djihadistes qui viennent et qui sèment la terreur partout ailleurs. Il a bien donné l'exemple de Café Cappuccino. Moi, je connais des personnalités qui étaient là, qui m'avaient même invité ce soir-là. C'est parce que j'étais un peu fatigué que je ne suis pas parti. Sinon, j'aurais pu me trouver là-bas. Maintenant, je dis, il ne faut pas qu'on exécute les gens parce qu'il s'agit d'exécution sommaire sur la base que c'est des terroristes. Quand on les prend, on les juge normalement, et puis après, si on doit les exécuter, on les exécute. Merci, Ali. Mais aller taper à la porte de quelqu'un à 2h du matin, le faire sortir, le tuer, ça s'appelle des crimes de guerre. Et c'est ce qu'on ne veut pas dans notre pays, c'est tout. Alors, je voudrais qu'on évoque quand même quelque chose qui arrive dans un environnement. Il y a eu une démission d'un membre du MHP
qui explique que voilà, le MDHP serait financé par des officines extérieures, etc., pour faire un travail qui va contre les intérêts du pays, etc. Comment vous avez... Ça aussi, c'est un élément important, parce que juste après que le rapport sort, on voit une situation comme ça. Est-ce que ça vous laisse une appréciation? D'abord, quand j'ai lu l'information, je me demandais, comme aujourd'hui il y a beaucoup de fake news, je me demandais est-ce que c'était vrai. Mais si c'est confirmé que c'était un MDHP, je me dis de toutes les façons. Moi, j'ai travaillé longtemps, j'ai presque passé un quart de ma vie à travailler dans les organisations non gouvernementales au Burkina, et j'ai été aussi un grand officier au niveau international. Tout ce que nous qui recevons de l'argent de l'étranger, mais les gars ont leur agenda. Ils ne finissent pas quelqu'un pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est vrai que souvent, vous prenez l'argent avec des gens avec leurs conditions. Je dis, le MBDHP, malheureusement, tous ceux qui militent dans le MBDHP ne donnent pas leur propre argent au MBDHP. S'ils partent chercher l'argent ailleurs... À commencer par celui qui a démissionné. D'accord. Oui, donc juste un mot dessus, parce ils vont... Ça semble être... Mais je voulais terminer, Ce qu'il faut juger le MBDHP, ce n'est pas d'où ils prennent l'argent et qui leur donne l'argent. Il faut les juger sur la base de leur travail. J'ai dit depuis 30 ans, on peut ne pas aimer le MBDHP, on peut ne pas aimer ceux qui militent dans le MBDHP, mais d'une manière constante et d'une manière rigoureuse, ils ont défendu les droits humains au Burkina. Merci. C'est ça l'essentiel. Parce que la question, c'est de dire que ce n'est pas un financement occulte, parce que quand c'est dit comme ça, c'est comme si c'était un financement occulte, personne ne sait d'où ça vient. Le MDHP est financé par des structures de l'Union européenne, Diaconia, etc. C'est bien connu, ça, c'est pas le Danemark plutôt, et ce n'est pas des choses cachées. Est-ce que le Burkina lui-même n'est pas financé par l'extérieur? Bon, moi, je ne rentre pas dans la polémique de l'ancien militant du MDHP. S'il décide de démissionner, c'est tout à fait son droit, avec les raisons qu'il a invoquées, que je respecte. Mais est-ce que ce n'est pas... Parce que la question, c'est de dire, est-ce que ce n'est pas un contre-feu créé par des hommes politiques derrière pour je n'en sais rien. Moi, je pense que quand on a été militant, d'après ce qu'il dit du MDHP, c'est qu'on a quand même l'esprit critique. On a quand même atteint l'âge de raison pour faire la part des choses. S'il a décidé de démissionner maintenant, suite à la publication de ce rapport-là, il a ses raisons. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les citoyens sont des marionnettes, que des hommes politiques manipulent comme ça quand ils veulent. Non, il faut respecter quand même les citoyens qui sont quand même des êtres dotés de raison et qui savent apprécier les opportunités à saisir au bon moment. Ce que je vais dire dans cette affaire, il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner le débat. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des terroristes. Ce qui se passe là, actuellement, fait le lit du terrorisme et de ceux qui les soutiennent. Il y a un fait qui s'est passé, il y a un rapport qui a été produit, il y a une contestation de ce rapport-là par le gouvernement. Il y aura d'autres enquêtes qui seront menées. Il y a Human Rights Watch qui est sur le coup également. Des enquêtes judiciaires également. Donc on aura l'occasion de comprendre plus en détail. Pas brutalement, on saura ce qui va se passer. André Évariste, très rapidement sur cette attitude. Peut-être que sur cette démission, peut-être qu'il peut être sincère, peut-être naïf, mais bon, c'est comme il a dit, hein, toutes les ONG ici reçoivent, à commencer même par le gouvernement, reçoivent des financements extérieurs. C'est transparent. Je voulais ajouter pour dire que le MBDHP a été créé sous Blaise Compaoré à la présidence et que Feu Salif Diallo, tout ça a été membre du MBDHP. Il aurait pu se débarrasser. Mais je trouve que le meilleur service que le gouvernement peut rendre en fait même à tout le monde ici, c'est de rétablir la peine de mort et de permettre que... Merci. On fait croire aux gens qu'on ne peut pas exécuter. Je n'avais pas terminé. Non, il faut croire aux gens qu'on ne peut pas exécuter. Merci, on a compris. Le débat va continuer avec les... Non, le débat va continuer avec les appelants. Quelqu'un peut-être pourrait appeler dessus. C'est un débat qui n'était pas épuisé dans tous les cas. Alors, on va continuer par les procès push avec les auditions. On en avait parlé la semaine dernière. Alors, il y a eu une déposition qui, quand même, retient l'attention. C'est celle de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et de tout ce qu'il a dit, il y a des paroles de sagesse, mais il y a aussi des révélations. On découvre qu'il y a un document secret qui a permis donc l'entrée des militaires au gouvernement, qui était un document qui n'a pas été signé par les acteurs de la transition. D'abord, je crois que le président Jean-Baptiste est un témoin de qualité dans ce procès, pour 3 raisons. La première des choses, c'est que c'est un monsieur qui va vers la 80aine. Il a 77, 78 ans. Donc, il n'est plus... Il est un petit peu âgé. Ça, c'est un fait.
Le deuxième fait, c'est que c'est un gradé de l'armée. Troisième fait, il a été chef d'État, arrivé par un coup d'État et qui a été débarqué par un coup d'État. Donc, quand le monsieur part dans un procès de coup d'État, je peux dire qu'il sait de quoi il s'agit. Maintenant, il est arrivé et il nous a expliqué comment il a intervenu. Si vous vous rappelez, quand la transition est arrivée, le président Michel a choisi 15 personnalités au Burkina pour créer un cadre de concertation de sages, dont le rôle était de se saisir des problèmes qu'il peut y avoir. Et quand vous prenez tous ceux qui ont été dans le cadre de concertation, ils étaient 15, mais ce ne sont pas des tartampions. Si vous prenez le président Jean-Baptiste, le cardinal Philippe, le pasteur Karambiri, autant que vous citez d'eux, vous ne pouvez pas vous arrêter de citer les autres, l'avocat Passéré, le magistrat Sanogo, le professeur Kone Bibiane. C'est vraiment des grosses pointures au Burkina. Et quand ces gens-là parlent, même si vous ne les aimez pas, vous devez les écouter. Et donc, on a appelé le président Jean-Baptiste aux premières heures du coup d'État. Et le cardinal n'étant pas là parce qu'il était à Rome, c'est le monseigneur Paul, qui était d'ailleurs à l'époque président de la CRN, qui est allé parler avec épiscopal. Oui, CRN, on a la commission pour la réconciliation. Qui sont parlés avec les jeunes. Il faut vous rappeler que quand ils sont allés les voir, on leur a demandé c'est quoi. Il a dit les jeunes là ont arrêté les gens. Et est-ce que c'est un coup d'État? Il dit qu'il n'en sait rien. On dit allons voir les jeunes. Il dit que les jeunes ne veulent pas revenir en arrière. Maintenant, j'arrive au témoignage du président. Il est venu avec des choses précises. Il dit la première des choses, il ne faut pas dénuder l'armée. Tout à fait. Et après, il dit il faut avoir de la clémence pour des gens qui ont été contraints d'exécuter des ordres. En dénudant l'armée, il ne faut pas dénuder l'armée. La chose qu'il veut dire en parallèle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui peuvent désobéir à leur supérieur hiérarchique dans l'armée. Parce que normalement, si les sages étaient allés dire au général Diendéré, c'est quoi? Et il dit, les jeunes ont fait telle chose et on n'est pas d'accord. Mais en tant que supérieur de l'armée, il parle leur dire, vous vous mettez au garde à vous et c'est terminé. D'accord. Alors, maintenant, je termine. Oui. Maintenant, s'il ne peut pas dire ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que si nous dénudons l'armée, nous allons faire en sorte que vous allez avoir une armée dont la force principale qui est la discipline fout le camp. Est-ce que le président JBO ne parlait pas également du procès lui-même? Parce que le procès aussi, on l'a vu, c'est une théâtralisation des affaires de l'État, des affaires de l'armée quand même sur la place publique. Mais il a dit, je termine, d'accord. Il faut laisser cacher des choses qui vont déstructurer l'armée. Je pense que c'est dommage. J'ai donné l'âge du président Jean-Baptiste. Le drame aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui n'ont jamais eu une bonne à la maison, qui parlent des affaires de l'État. Merci. André Géliou, on va s'arrêter là. Alors, Évariste Konsebo, on va revenir, on va recadrer un peu. Après l'historique qui a été faite par... alors, André Géliou, on va revenir, recentrer sur le document dont il est question. Parce que, bon, sous la transition, c'était donc étonné qu'on ait un parlement avec des militaires, etc. C'était vraiment l'exception démocratique. Alors aujourd'hui, on voit un document qui sort et du coup, on se pose la question de savoir, parce que le président semble dire que c'est cet accord-là qui a fait qu'il y a eu tous ces problèmes sous la transition, jusqu'au coup d'État. Encore une fois, je ne sais pas si les 80 ans de son Excellence donnent quelques indicateurs, mais parce que pour moi, là, ça ne veut rien dire. On a vu les Robert Mugabe qui approchait la centaine, qui s'accrochait toujours au pouvoir. C'est pour dire quand même que c'est un homme de pouvoir. Et à ce niveau-là, ce n'est pas la morale qui les guide, hein, c'est forcément parfois souvent leurs intérêts. Alors, c'est vrai, pour revenir à cette histoire d'accord secret, bon, moi je dirais quand même que nous avons quand même été des acteurs, pas peut-être de premier plan, mais on a suivi. Tout le monde savait très bien qu'il était difficile d'avoir une transition sans l'armée, ou du moins sa composante qui avait donc la force, le rapport de force à sa faveur. Ça, on le savait. On a même vu les tractations qui sont passées pour la charte, parce que d'abord, M. Zida voulait rester président, et il y a eu vraiment des échauffourées très, très... C'était très, 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 très délicat à l'époque.
Et il s'est donc contenté de la primature, et ensuite, par la suite, puisqu'ils ont aussi fait il y avait 3 composantes. Et on a vu la composante armée qui était donc portée par le professeur Soma, qui nous ont brandi un projet de charte de l'armée où il acceptait la posture du Premier ministre, mais il siphonnait tous les pouvoirs du président. Parce qu'initialement, même là, ce qui était dit, en cas de vacances, ce n'était pas le CNT, hein, c'était lui. Et ça, bon, il y a eu toutes ces tractations, et je suppose que moi, de toute façon, je n'ai pas fait partie de ceux qui ont signé, mais on savait que c'était difficile de ne pas avoir une composante de l'armée dans la transition. Ça, au moins, c'était clair. Maintenant, on a essayé de quadriller. Maintenant qu'on vienne brandir ça pour dire que c'était un secret, ben pour moi, honnêtement, je dis que je n'ai pas... Mais c'est illégal, c'est ce que ça veut dire, parce qu'on a une charte qui... Oui, mais les accords secrets... on a dit que c'était un document... Les accords secrets. Annexé, on a dit... Oui, mais on n'a jamais vu, tout le monde a vu la charte. Oui. Mais quand on regarde les conventions internationales, les protocoles sont connus. Attendez, ça a même été signé par la composante du CFOP à l'époque. Je ne sais pas, c'était signé. Oui, est-ce que vous, Kouma, alors voici une situation où on découvre, voilà, on découvre un accord secret. Est-ce que, décidément, ça ne met pas en cause beaucoup de choses, notamment même dans les raisons qui ont conduit au cours. On va être très cool là-dessus. Si on veut rentrer dans le juridisme, effectivement, ce document-là qui sort aujourd'hui pose un problème. Ça remet en cause la légalité de la charte qui a été adoptée, qui a été adossée à la Constitution. C'est une évidence. Mais nous sommes dans un arrangement politique. Il faut se remettre dans le contexte. Oui, quand le président démissionne, le président Compaoré démissionne, et que les gens se mettent à saccager un peu partout, où est le pouvoir? Qu'est-ce que les civils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait exactement ce que les civils avaient fait en 1966? Ils ont fait appel à l'armée encore. C'est l'armée qui a quand même rétabli encore l'ordre. Comment la transition pouvait s'effectuer sans l'armée? Ce n'est pas possible. Oui, mais attends, la question ici, c'est de dire, est-ce qu'on avait besoin de cacher un accord? Est-ce que la charte a été écrite? Pourquoi on ne ferait pas un accord qui est connu? Les accords sont connus. Pourquoi on fait un accord caché? C'est ça le vrai problème. C'est une appréciation des acteurs de l'époque qui peut-être ont estimé que compte tenu... Oui, mais on cache à qui? Mais ça a changé la réalité. Ça n'a pas changé la réalité. De toute façon, ça n'a pas changé. Je veux dire, ce qui s'est passé, moi je pense que même s'il n'y avait pas l'armée, il y aurait peut-être eu une tentative de coup d'État même avant. D'accord. Ali, il faut terminer. Non, on va revenir sur le sujet, hein, parce que on va parler aussi de notre aspect de la déposition de Chérif. J'ai écouté bien le président Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est un monsieur qui est connu pour ne pas être, j'allais dire, un peu brouillon. Il est bien méthodique. Pour respecter son âge. Bon, moi, je ne sais pas trop l'âge, parce que je connais des vieux que les moussis disent Nikiem Songo, et puis ils disent qu'il y a Nikiem Yoro. Nikiem Yalara. Voilà. Donc, ce n'est pas trop son âge. Mais pour son tempérament, sa façon de faire, je pense que il est arrivé avec un document écrit. Oui. Je pense que le jour où le président Jean-Baptiste, le général Dendiéré lisait son discours, j'allais dire de reddition, c'est moi qui ai enregistré le discours en compagnie de Arthur Ouédraogo, qui est à la retraite aujourd'hui, que je salue au passage. J'avais ma canne et je lui ai dit, monsieur le président, vous allez bien? Il m'a retiré ma canne. Et puis il me demande, tu vas bien? Bon, je dis non, il dit, bon, il faut comprendre que ça ne va pas, le pays ne va pas, et quoi. Donc on a échangé. Et puis, j'ai compris que c'était un monsieur qui était là pour essayer de mettre les choses en ordre, pour que le truc se passe très bien. Donc, il a joué un rôle du moins pour que le pays retrouve une certaine sérénité. Mais il a dit 2 choses importantes que nous avions toujours dit ici et qu'on nous a toujours traité de comment on appelle ça, le fameux mot là, c'est quoi? Les gens qui regrettent leur passé glorieux. Nostalgiques. Des nostalgiques, des gens qui mangeaient et tout. Comme si on avait mangé. Moi, Ali Compaoré, je n'aime pas manger à quelqu'un et je peux le dire à qui veut m'entendre. Merci. Donc, quand il parlait, il a parlé du RSP, qui est un élément perturbateur. Ce qui est vrai. Parce que les gens voulaient dissoudre le RSP ne voulait pas se faire dissoudre, donc ça jouait sur la transition. Il a parlé du fameux bureau militaire de la transition. On en a parlé sur ce plateau ici. Personne n'a pris ça en compte. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo a ressorti. Mais ce fameux bureau militaire de la transition, il vient d'où? Donc ce bureau aussi a perturbé la transition. Donc ça vous dit tout simplement que dès le départ, l'armée était au centre de tout ce qui s'est fait. Mais beaucoup m'a dit que sans l'armée, il y aurait eu un coup d'État. Mais le rôle de l'armée, c'est de maintenir l'ordre. D'accord, merci. Si l'armée avait maintenu l'ordre, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Voilà. En rappelant vraiment, en formulant les vœux qu'on revienne à une armée républicaine. D'accord. Donc il n'a pas. Donc l'armée burkinabé a pris part
bel et bien. Et ce qui s'est passé le 9 janvier, je le répète encore sur ce plateau, c'est un coup d'État perpétré par l'armée burkinabé. Ali, au finish, quand on écoute le président Jean-Baptiste Ouédraogo est venu Jean-Baptiste, rappeler. c'est comme si le président Jean-Baptiste faisait la genèse de ce qui a contribué ou du coup d'État. Il en a fait. C'est tout ça qui a contribué au coup d'État, etc. Moi, je voulais dire que... Non, On n'a pas dit que c'est... On n'a pas dit ça. Mais avec André Génigoudou des à la éléments parole. des autres militaires, notamment le bureau militaire André de la Génigoudou transition. à la parole. Ali, Moi, André. je voulais dire deux choses. Quand même, l'accord secret dont le président nous dit la révélation, parce que personne ne savait. Ce sont les insurgés qui se sont fait avoir gros. Parce qu'ils ne le savaient pas. Première des choses. Deuxièmement, j'ai parlé de l'âge de l'amitié. Mais j'ai dit trois choses. J'ai dit, c'est un homme d'expérience. C'est un gardien de l'armée. On l'a tous reconnu. D'accord. C'est un homme qui a dirigé l'État. Vous pouvez ne pas l'aimer. Vous pouvez ne pas aimer son âge, mais ça sont des faits. Merci Et quand André ce monsieur Génigoudou. On parle, ne discute on pas ne de sa peut pas crédibilité ici. Voilà. Alors, je voudrais terminer sur les témoignages là. Alors, on a eu un témoignage aussi de Chérif Si, donc l'actuel ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, qui a dit qu'il fut donc président intérimaire dans la période du coup d'État. Et ça crée aussi une sorte de débat en interne. Mais il a fait un appel. Quand le président Kafano a été arrêté et qu'il a été ramené au pouvoir, il a bien remercié le président du Parlement, Chérif Si, d'avoir assuré la continuité de l'État. Ça ne se discute même pas. Et c'est une vacance. Oui, évidemment que c'est une vacance, puisqu'il parce que le débat est revenu. Il était arrêté. Non, mais je pense que c'est un débat. Pour moi, ce débat-là. Est-ce qu'il a été chef d'État? C'est là la question. Non. Il a assuré l'intérim du président qui a été arrêté dans une période de transition. Non, pas du tout. André Génigoudou, Pas du tout. et Vokouma a la parole. Vokouma a la parole. Vokouma va terminer d'abord. Oui, non, mais je pense que ce débat-là, pour moi, est sans intérêt. Tout à fait. Ce débat est sans intérêt pour moi. Parce que revenir aujourd'hui pour dire que l'intérim assuré par Chérif Si pendant l'arrestation, l'incarcération du président Kafando et de son premier ministre et des ministres, que cet intérim-là ne fait pas de lui un chef d'État, mais il a quand même pris des décisions qui ont été entérinées par la suite, lorsque le président est revenu. Merci. André Génigoudou. Ça n'a pas de sens. Quand on a incarcéré le président, C'est un débat. il a fait un appel et en disant que lui, sur la radio de résistance, il a dit qu'il assume les plénitudes du pouvoir parce que le président n'était pas là. Il a dit et il a signé un seul et unique décret. Si vous vous rappelez, c'est celui qui a dissous le RSP. Et personne n'est revenu là-dessus. Et le RSP était dissous. Maintenant, si on veut, parce qu'au Burkina, pour se réclamer chef d'État, il faut avoir fait au moins 16 ou 17 jours. 21 jours. Mais c'est ça que M. Zida a joué. Absolument. Vous savez que quand il a... Non, on ne parle pas de M. Zida. Hein. Non. Du président Zida. Non, je vais dire... Non, ce que je vais dire... Non, je vais dire le débat que les gens mènent. D'accord. Moi, je n'accepte pas que les gens nous ramènent sur des faits précis. D'accord. Les faits sont sacrés. Maintenant, je voudrais parler du témoignage de Si. Ceux qui ont lu les deux tomes de ces cahiers de la résistance, oui. Ce qu'il a dit devant le tribunal, là. Merci. Alors, je ne termine pas. Oui, on va aller vite parce qu'on n'est plus par le temps. Non, ce qu'il a dit au tribunal, c'était déjà écrit dans les cahiers de la résistance. Maintenant, malheureusement, il y a des questions qui sont demeurées en suspens que le tribunal ne lui a pas posées, mais que les journalistes vont prendre en charge. Il a dit, moi, je ne suis pas l'acteur de Radio Résistance. Les gens m'appelaient. Et moi aussi, je les appelais pour donner mes communiqués. Il faudrait qu'ils nous disent qu'on aille lui demander, comme tu sais qui ont animé la Radio Résistance et qu'on va faire l'histoire. Je pense que ça, ce n'est pas une question qu'il faut poser. Ah non, alors, parce que c'est l'histoire, non? Mais chacun est libre de poser la question qu'il veut. Pas maintenant. Merci. Alors, Évariste Konsebo, Chérif Si, le passage de Chérif Si a réveillé le dossier, on va dire, donc, des communications du président, du général Bassolé et de Soro Guillaume. Alors, sur cette question, très rapidement. Non, on a noté juste que c'est une confidence, parce que personne ne peut apporter la preuve en dehors de lui et de Soro. Voilà. Mais les Soroïstes aussi c'est une confidence. Voilà, le panafricain avait déjà parlé de ça à l'époque. Bon, donc c'est une confidence qui fait. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, ça n'a pas valeur, ça n'a pas une valeur probante. D'accord. Ali, moi, je voulais d'abord... Sur ce ping-pong. Oui, ce ping-pong. D'abord,
contrairement à ce que je vais d'abord saluer les choses. Si Chérif, je l'ai écouté pendant le truc où il appelait les gens. Voilà, il y a un peu de courage chez ce monsieur, que moi je salue. J'aime les gens courageux qui s'assument. Ça, c'était bien. Maintenant, quand il s'est fait passer pour le président intérimaire, bon, c'est aussi du Chérif qui aime bien. À chaque fois qu'il revient au gouvernement, il porte un habit blanc, Jean Immaculée Conception. Mais bon, ça, c'est du style purement Chérif. Bon, mais il n'était pas le président par intérim de choses. Bon, mais bref, ça n'a pas d'intérêt. Parce que sous la transition, c'était voilà. la charte qui disposait et qui encadrait tout. Oui. La charte n'a pas prévu d'intérim. Donc, bref, mais ce n'est pas grave. C'est des arguments qu'il a envoyés pour se défendre et tout. D'accord. C'est tout à fait normal. Maintenant, par rapport à cette discussion avec Guillaume Soro à Paris, bon, écoutez, ça c'est lui qui dit, c'est Guillaume Soro qui dit, comme Vokouma le dit, la presse panafricaine dit, mais je rappelle que pour revenir sur Yirgou, Damis a bien dit quelque chose, on l'a bien tabassé, pourtant, ça s'avère... Il n'a pas été tabassé, il a été... Bon, quand il dit tabassé, quand il dit tabassé, c'est dans les médias. Voilà, okay. C'est dans les médias. Bon, bref, c'est pour vous dire que ce qui se dit, c'est que ce qui s'est dit entre Soro et Chérif, c'est ce qui a été dit entre les deux. Non, mais c'est pas... Je viens. Merci, on va passer dessus. Les gars se sont dit entre les deux, et on a bien dit que le cas de Chérif, de Soro a été réglé sur le plan diplomatique. Merci Ali. Vokouma et Ali, on va s'arrêter là. On va parler maintenant du Minefid. On va parler du Minefid. Donc le ministère de l'économie et des finances est à nouveau dans la tourmente. On a vu en tout cas un document qui a été appelé circulaire, qui a été donc attribué aux agents du Minefid qui prévoit donc de faire des blocages de services. En tout cas, la panoplie de services donc qui vont bloquer notamment tous les services financiers du pays. Alors, raison avancée, il s'agit de la ponction donc, ou de la traite de ceux qui sont les créanciers, bien sûr, des banques, qui ont choisi, dit-on, de faire des ponctions sur les salaires directement, alors que les prêts ont été faits sur la base donc, des fonds communs. Alors, Évariste Concebo. C'est une histoire ahurissante. C'est typiquement en fait, de la gouvernance en fait, du Burkina, pas Moutamouta, parce que ça relève depuis Bemamba. C'est lui qui a permis, en fait, c'est lui qui a donné l'aval pour que les banques puissent octroyer des prêts sur des revenus aléatoires qui sont les fonds communs. Mais attendez, c'est les banquiers ont joué. Moi, je dis, c'est comme dans une salle de casino. Ils savent très bien, ils ont joué, ils ont perdu, qu'ils assument. Et qu'ils arrêtent d'hypothéquer tout un pays. Je ne sais pas. Parce que comment est-ce qu'on peut accorder des prêts, vous, moi ou M. Mais est-ce que l'État ne s'est pas porté oui, mais bien sûr, il y a cette fameuse lettre de M. Bemamba qui a donné l'aval. Maintenant, le banquier, lui, il prend des risques. Il sait très bien que c'est des revenus aléatoires. Ce n'est pas des revenus stables. Ce sont des spécialistes mais voilà. Dans le meilleur service. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent vraiment déstabiliser notre pays pour des fautes de gestion interne. Voilà. D'accord. Alors, André Jeanne Ilboudo, cette situation, comme Évariste le disait, ce sont les banquiers qui ont joué au casino, qui ont perdu, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a l'État qui s'est engagé à demander aux établissements financiers d'accorder des prêts à nos agents sur la base de telle ou telle ressource. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'État désormais de rembourser s'il s'est porté garant? Bon, est-ce que dans l'accord avec la banque, on avait dit que si quelqu'un faillit, c'est l'État? On ne sait pas les termes, mais puisque l'État a engagé, c'est l'État qui a engagé les contractants. Mais donc, je voulais dire deux choses. Avant, ça, Évariste l'a si bien développé. Mais ce que je voulais dire en plus, c'est que quand j'ai lu tout le mécanisme que les gens du Minefid ont mis en place là pour, etc., moi j'ai dit, mais le Burkina progresse. Parce que avant, on avait les syndicats qui appelaient à la grève. Maintenant, on fait les grèves sur la base de tracts et sur la base d'écrits. Moi, j'ai dit, c'est une sacrée évolution. Et j'ai dit, est-ce qu'on va continuer comme ça? la troupe au niveau du ministère de la Sécurité également. Je me dis, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Mais cela dit, Évariste l'a si bien dit, je pense qu'on est d'accord avec lui. Vous savez, quand vous prenez des risques, vous prenez des risques. Si vous gagnez, vous avez gagné. Mais si vous avez perdu, vous avez perdu. La banque a pris un risque avec des gens. Comme il a si bien expliqué, je pense qu'il y a une loi qui est antérieure à ce que les banques veulent faire. C'est que quand vous faites un prêt, vous ne pouvez pas prendre au-delà de la quotité cessible. Et la quotité cessible, là, c'est 1/3 de votre salaire. On ne peut pas prendre. Je veux dire que si la banque prend plus que ça, je crois que quelqu'un est en droit d'aller attaquer la banque. Parce qu'il ne respecte pas le droit. Tout à fait.
Donc, il faut que les banques là, arrêtent de Moi, nous je vais fatiguer. prendre un exemple. Il y a un monsieur qui a un appartement, il voulait un prêt pour financer son affaire. On dit, bon, comme tu as un appartement, on ne peut pas te donner de prêt parce que tu n'as pas un PUH. Parce qu'il faut rappeler que ceux qui sont dans les appartements n'ont pas de PUH. Alors, donc, des gars qui jouent les puristes sur un fait clair, alors que l'appartement lui appartient, on lui dit, on ne peut pas te donner un prêt pour financer ton affaire parce que tu as un appartement, et on donne de l'argent aléatoire parce qu'un ministre a signé un article. Mais je pense, même si l'État a une responsabilité, mais tant pis pour les banques qui ont donné l'argent à ces travailleurs-là. Moi, je ne vois pas une banque sérieuse qui donne de l'argent à des gens sur des trucs aléatoires. Demain matin, j'arrive, je dis, donnez-moi 10 milliards parce que Loukman Savadogo a promis de me donner 20 milliards mercredi. On dit, ah ouais, Loukman Savadogo, oui, c'est vrai, c'est un présentateur, il est crédible, on me donne l'argent. Mais ça, c'est une banque, ça. Même les femmes qui font tarot, là, quand tu viens, tous les soirs, là, tu donnes ton argent et puis elles tracent. Si tu n'as pas donné ton argent, elles ne tracent pas. Donc, les banques qui ont donné l'argent à ces gens-là, tant pis pour ces banques, elles n'ont qu'à se taire et c'est fini. Les travailleurs du Minefid, ils ont usé de leur pouvoir, de leur truc. Ils ont gagné quelque chose, ils ont joué, ils ont gagné. Les banquiers ont joué, les banquiers ont perdu. C'est des vendeurs d'argent. Si vous vendez poisson dans l'eau, ça vous regarde. Alors, Bokouma, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ce sont les banquiers qui ont simplement perdu? Il n'y a pas de responsabilité quelque part. L'État n'a pas de responsabilité. Parce que c'est lié, bien sûr, si le fonds commun continuait, il n'y aurait pas eu de problème aujourd'hui. Les banques sont en droit aussi de recouvrer leur dû. Oui, je pense que sous Kaba Tiaba, ils ont demandé quand même 6 mois pour trouver un arrangement, trouver un accord à cette situation qui est quand même complexe. Comme a dit... Et l'État s'était donc engagé, l'État s'était même avancé pour trouver une solution à la place. Donc, Bon, je ne sais pas si c'est à la place, mais il est évident qu'on ne peut pas saisir le salaire des gens. C'est créer une situation sociale explosive, intenable pour les agents du ministère de l'économie et des finances. Pour tout le pays. Maintenant, oui. Bon, maintenant, comment faire? Puisque, bon, ils ont quand même contacté des prêts. Comment trouver cette solution? Comment trouver cette solution? Il y a un communiqué du ministère, un communiqué du gouvernement, on va dire comme ça, qui met à la limite en garde. Les choses, les établissements financiers. Je lis, c'est le ministère donc qui communique. Par la présente, je voudrais attirer votre attention que conformément à la réglementation en vigueur, la saisie du salaire ne peut s'opérer au-delà de la quotité cessible. Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'inviter les membres de l'APBF à ne pas poser des actes qui contribueraient davantage à détériorer le climat social au sein de l'administration. C'est le gouvernement qui joue le beau rôle, qui connaît les règles aujourd'hui. Ben oui, parce que, comme a rappelé... Si les banques cassent autant. Ces prêts ont été possibles parce qu'il y a eu une lettre d'un ministre, d'un gouvernement légal, reconnu, légitime. Cher ami, on est dans une banque, un juriste est un juriste. Merci. Voilà, c'est pas parce que le président du Faso a envoyé quelque chose d'illégal qu'on le fait. Non. Alors si vous le faites, c'est à vous de risquer. Alors parce qu'à cette allure aussi, ça veut dire que les banques ne vont plus désormais aussi faire confiance à l'État. Pour ça, je dis... Ça voulait dire, est-ce que ça ne va pas Non, aussi... c'est pas ce qu'on a dit. On fait confiance à l'État sur des bases légales. Il y a des règles. Il ne peut pas donner des crédits sur des revenus aléatoires. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit que c'est contraire à la déontologie même. D'accord. Merci. On va continuer. Certainement que les banques aussi vont appeler, comme on est ouvert aujourd'hui, que des banquiers aussi vont appeler pour donner leur version des faits, parce que tout ce qui est dit officiellement n'est pas forcément vrai. Bon, donc on va continuer. Et puis sur le dernier sujet, qui est l'Algérie. L'Algérie, Bouteflika a annoncé finalement pour le 18 avril, la présidentielle devait avoir lieu. Il était annoncé pour être pour la 5e fois candidat et président. Alors, il revient des soins et l'Algérie est totalement en ébullition. Il renonce. Est-ce que c'est déjà une marque de sagesse ou vraiment c'est une contrainte à laquelle il ne pouvait pas résister? Si on veut être poli, voilà, on va dire que c'est une marque de sagesse. Mais manifestement, c'est la pression de la rue qui l'a poussé à renoncer à son 5e mandat. Mais il n'a pas tout renoncé au pouvoir, puisqu'il a dit qu'il va prolonger pour une période qu'il n'a même pas fixée, son mandat actuel, avec une constituante, enfin voilà, tout le dispositif qu'on connaît pour garder le pouvoir. Voilà, on ne sait même pas qui va être le président de cette transition, tout. Mais non, bon. Je pense que le président Bouteflika
doit se rappeler de ce qui est passé avec Mugabe. Il est resté au pouvoir, ça fait 20 ans qu'il est président. Il a été le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde à 26 ans. À 26 ans. Il a combattu pendant la guerre. C'est un héros pour beaucoup d'Algériens. Je pense que le moment est venu pour lui de quitter la scène avec dignité et de rentrer dans l'histoire, et non pas à reculons, mais dans le sens... Mais quand on le dit, on charge trop. Bouteflika, il n'est plus candidat. Alors, il dit qu'il va mettre des réformes parce qu'apparemment, il y a un vide. Il y a un vide textuel. Donc, on ne sait pas au juste, comment ça se passe parce que c'était déjà les élections aujourd'hui. Donc, le fait qu'il n'est pas partant aujourd'hui remet ça en cause. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une transition Non, il y a une échéance qui est le 18 avril. Qui ne sera pas respectée? Évidemment, de sa faute. Oui, mais son clan. Moi, je pense que Bouteflika est otage. Merci. Des généraux qui sont autour de lui et qui gèrent le pays sans tenir compte de son avis et qui le manipulent. Voilà. Ta chute me plaît. André Géniboudou, on pourrait prendre les appels entends. Oui, non, on discute. Dire là où je voulais démarrer. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que personne n'a entendu une parole de Bouteflika. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que Bouteflika sait ce qu'on dit de lui et ce qu'on dit qu'il a dit. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Le gars, il traîne, il ne parle pas, il n'a aucun son qui sort de sa bouche. On dit que Bouteflika a dit, Bouteflika a fait ci, mais Bouteflika ne fait rien aujourd'hui. Il a si bien dit, ce sont les gens qui sont à côté de lui, comme tout pouvoir. Souvent même, vous êtes là, vous voulez vous en débarrasser, mais les gens qui sont à côté de vous vous disent, mais si tu te débarrasses le plancher, qu'est-ce que nous devenons? Aujourd'hui, on sait qu'il y a un clan qui est à côté de Bouteflika, qui fait tout au nom de Bouteflika. Je pense qu'aujourd'hui, là, il faut laisser le vieux là aller en paix, parce que, bon, il a vu l'arrivée du Seigneur. Bon, moi, quand j'ai vu Bouteflika être candidat pour la 5e fois, très sincèrement, je me suis marré. Je me suis marré, bon, j'ai vu un vieux dans un fauteuil roulant, le regard hagard, manifestement, il comprend. Mais en même temps, après, je me suis dit, mais ceux qui sont autour de Bouteflika, il n'y a pas beaucoup de lumière autour de ce monsieur. Parce qu'au Zimbabwe, comme Vokuma l'a dit, ils ont bien géré la question. Quand on a vu que le vieux Bob commençait à déconner, on a pris le vieux Bob, on l'a mis de côté, on a fait revenir Mnangagwa, je crois, qui était, oui, et on a organisé des élections. Le vieux Bob est couché tranquille à Harare avec tous les trucs. Je pense qu'autour de Bouteflika, ils ont gardé Bouteflika comme le vaisseau amiral de leur système et que s'il n'est pas là... Non, aujourd'hui, face à la rue, ils sont obligés de retirer. Je ne suis même pas sûr que Mugabe et que Bouteflika ait déposé sa candidature pour les présidentielles. On va prendre un téléspectateur qui appelle de Ouagadougou, Amadé, hein? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui. Je voulais intervenir par rapport à la crise au Minefid. Vous pouvez nous reprendre votre présentation? Oui, c'était pour intervenir par rapport à la crise au Minefid. Oui, c'est monsieur? Ouedraogo Amadé. Voilà, Ouedraogo Amadé. Allez-y, pour la crise du Minefid. Au Minefid, voilà. En fait, je voulais dire déjà, lancer un message aux agents du Minefid, là. Il faut qu'ils sachent que les temps ont changé au pays. Chacun est en train d'essayer vraiment de faire des efforts pour qu'on puisse vraiment réussir la transition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le pays rencontre vraiment des difficultés et il faut que chacun vraiment fasse des efforts. La première des choses qu'ils doivent retenir, c'est que cette histoire de fonds communs là, elle est terminée. Elle est terminée parce que, voilà, on n'a pas supprimé leurs fonds communs, on a juste plafonné leurs fonds communs à 25%. Et je dis ces 25% là, quand on parle que la banque, ils ne peuvent pas rembourser, mais je pense que ces 25% là, la banque peut se charger de saisir ces 25% là annuellement. Et ils auront toujours leur salaire normalement. Il ne faut pas qu'ils oublient que les autres fonctionnaires ont des prêts sur leur salaire. Monsieur Amadé, oui? Amadé, la question aujourd'hui, oui. Ce n'est pas trop une revendication liée au fonds commun, mais plutôt un service qui était lié au fonds commun. C'est-à-dire que les banques veulent saisir aujourd'hui les salaires, faire des ponctions importantes dans les salaires des agents parce qu'ils avaient contracté des prêts. C'est ça le problème. Allô? Oui, allô, oui. Oui, ça par contre, je pense que c'est impossible. C'est au gouvernement de négocier. Bon, on a compris dans tous les cas. Non, moi, ce que je voulais dire, oui. J'ai bien écouté ce que M. Amadé a dit. Nous ne disons pas sur ce plateau ici
comment on appelle ça, qu'on est pour contre les banques ou bien qu'on est pour le maintien des fonds communs. On n'a jamais dit. On dit tout simplement que les banques ont été légères dans l'octroi des prêts là sur la base de revenus aléatoires. Et une banque sérieuse qui fait des crédits sur la base de papiers, des trucs de revenus aléatoires, sur la simple signature d'un ministre qui dit je suis tant. Or, on sait que la vie d'un ministre, bon, on rétorque toujours. Bon, c'est pour ça que nous disons que ce sont les banques qui ont failli, ont joué un peu de légèreté et c'est leur problème. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit que les agents du MINIFID avaient raison ou que... Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, mais je pense que là aussi, on revient... Mais est-ce que c'est pas parce que l'État aussi, parce qu'il faut relativiser, l'État aussi est un partenaire quand même des banques. Il y a des DAT de l'État dans les banques, il y a les réserves de l'État dans les banques. Non. Est-ce que ça ne sert pas aussi aux banques pour que les banques aient confiance en cet État-là? Bon, mais cela dit, ce qui peut-être... On a chargé les banques, mais on peut leur trouver une circonstance atténuante. Celui qui a écrit la lettre pour dire adosser le crédit de mes agents sur leurs fonds communs, c'est le ministre qui s'occupe des économies et des finances du Burkina, qui est le ministre de tutelle des banques. Dans un pays, quand un ministre vous écrit, vous regardez par 2 fois, 3 fois pour dire non, je ne suis pas d'accord. Sauf que les banques, nous sommes en matière financière. Oui, maintenant cela dit, c'est là qu'on peut trouver une circonstance atténuante. Mais encore une fois, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les banques, là, simplement, n'outrepassent pas la loi. C'est ça que nous disons. Il y a une quantité cessible, rééchelonner la dette, même si le gars, même s'il meurt après 100 ans... Il y a des assurances. Mais ils vont payer. Mais vous ne pouvez pas mettre toute la famille en difficulté, parce que j'ai lu aussi une lettre de Dr Poussy, qui dit qu'il a... Avec 8 000 francs. Avec 8 000 francs pendant qu'il a des enfants à scolariser. Oui, d'accord. On va prendre M. Souma. M. Souma Éloi qui appelle de très loin, Nyangologo, qui veut intervenir sur le rapport du MLHP. Oui, bonjour, M. Sawadogo. Bonjour, M. Souma. Oui. Allez-y. Oui, M. Sawadogo, moi je voulais demander vos collègues qui sont à côté de vous, surtout M. Compaoré. Oui, parce que vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, M. Compaoré a dit qu'il a perdu un neveu dans cette histoire-là, je veux dire, le terrorisme. Maintenant, DAP vient de faire un rapport pour dire que nos soldats ont exécuté les gens, la population civile innocente. Et maintenant, le monsieur me semble être d'accord avec ça. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas un proche personnel comme lui, mais tous les Burkinabés qui sont morts sont mes frères, parce que je suis Burkinabé. Donc, je suis en tout cas contre ce que les gens appellent exécution sommaire. Parce que, vous voyez, dans cette histoire de crise-là, les gens là, s'ils voulaient faire un franc jeu, je parle de MDAP, s'ils voulaient faire franc jeu, ça fait déjà combien d'années que nous sommes dans cette situation. Nos soldats tombent, les civils tombent, il y a combien d'enseignants qui sont morts dans ça. Ils se sont levés quel jour pour dire quoi que ce soit dans cette histoire-là. Et maintenant, quand nos soldats sont levés, maintenant pour faire de bon travail, ils viennent maintenant pour pouvoir... Bon, pour moi, je trouve que c'est une autre guerre. Les gens sont en train de mener sur nos FDS. Et nous, les Burkinabés, on doit se mettre ensemble pour dire non à ça. Est-ce que vous voyez? Monsieur Soma. Maintenant, oui. Monsieur Soma, je vous pose juste une question. Oui. Le gouvernement dit que l'armée a tué 146 terroristes. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont des terroristes? Oui, bon, mais c'est... non, c'est juste une question. Je voulais juste savoir un peu comment vous trouvez ça. Est-ce que vous êtes sûr? Je suis très sûr que ce sont des terroristes. Et je vais plus loin pour dire que si MDF, ils ne sont pas d'accord avec ça, et on a arrêté plus de 700 prisonniers qui sont des terroristes. Ils disent quoi de ça? Et s'ils veulent, maintenant, ça c'est vérifiable. Parce que les autres là sont morts, ils trouvent que c'est difficile à vérifier. Mais ceux qui sont en prison là-bas, ils disent quoi? Ils sont innocents, ils sont quoi? Donc maintenant, s'ils estiment qu'ils sont innocents, qu'ils partent maintenant pour pouvoir amener les preuves, et puis maintenant on va les sortir, puis maintenant on va faire le débat. Merci, M. Soma. Voilà, vraiment. Merci. En tout cas, je suis très contre ce qu'ils sont en train de faire. Merci, M. Soma. Nos gars pour nous défendre. Merci. Merci, M. Soma, pour votre point de vue qu'on prend. Tout à fait. Voilà. C'est un cri de cœur. Voilà. Mais on le comprend, on n'a jamais dit le contraire. Moi, je dis ici, on peut exécuter légalement un terroriste.
il faut mettre la manière. C'est ce qu'on dit ici tous. Hein? Oui, je voulais ajouter, il m'a interpellé, je voulais remercier M. Souma. M. Souma, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que ce que les terroristes font sur le territoire national est bien. On dit nous sommes un État, nous avons une armée. C'est ça. Et notre armée ne peut pas se comporter comme des terroristes. Quand on a des informations contre des gens ou sur des gens, et qu'on a des preuves, et qu'on peut les arrêter, on les arrête et on les juge pour que les gens sachent que notre État, notre gouvernement lutte contre le terrorisme, pas de n'importe quelle manière. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit qu'on donnait un blanc-seing aux terroristes qui tuaient les gens de gauche à droite. On n'a jamais dit ça, monsieur. Peut-être qu'il faut ajouter que parce qu'on a vu à Aranyongo, on a eu à Kilouin, il y a eu des morts. N'en parlons pas de Kwame Nkrumah, des attentats, il y a eu des morts, mais le MDHP encore moins. Oui, Personne n'a dit que c'était des exécutions sommaires. On voudrait simplement dire que les gens sont conscients, mais ici, il est question de respecter les règles. Il y a des faits quand même qui intriguent. Voilà pourquoi les gens en parlent. Non, puisque, en fait, la question, c'est la différence d'appréciation, la qualité de ceux qui ont été exécutés, qui posent problème. Les conséquences sont graves. Voilà. Le MDHP estime que c'est des innocents et l'armée considère que ce ne sont pas des innocents. Voilà. Maintenant, comment on établit où se trouve la vérité dedans? Si on les avait arrêtés, vous ne pouvez pas être juge et parti. C'est qui gère ici. L'armée est juge et l'armée parti. n'exécute pas. L'armée met à la disposition de la justice. C'est ça qui les gens qui font. Et il y a un fait que le maintenant, MDHP... comme je l'ai dit, j'ai dit quelque chose que Vokoma a dit de ne pas lier, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exécuter, puisque légalement, vous avez sauté la peine de mort. D'accord, on comprend Ivaris, il faut la peine de mort. Mais il y a un aspect quand même important ici que le MDHP a relevé, c'est qu'il y a la concordance. La concordance. a rappelé ça, oui. Que comme Djibril Bassolé était ministre de l'Intérieur, il y a eu des exécutions sommaires, mais à l'époque, la loi n'avait pas encore été votée. D'accord, mais ici, par exemple, il y a un aspect important aussi qui ressort, qui fait que ce que le MDHP dit inquiète le MDHP, mais bien des gens, c'est que quand on regarde de tout ce qui ressort, il y a une concordance que cela part vers une seule ethnie. Par exemple. Là, on a une raison simple. Oui. Parce que la zone est très majoritairement habitée par des Peuls. Quand tu prends la liste, il y a peut-être 3 ou non des Confés, des Rwamba, ou 3 ou 4. Parce que là, la liste que le MDHP a publiée, on a 45. Les 45, vous avez 13 dialogues, vous avez 32 Bari. Sur les 45, et le reste sont des Werme et de Rwamba, un seul. Voilà, donc c'est une zone qui est majoritairement occupée par des Peuls. Donc, si une opération de l'armée se déroule dans cette zone-là, c'est tellement évident que les plus représentés dans cette opération-là sont les Peuls. On peut dire aussi que les terroristes ne sont pas que dans ces zones, les terroristes sont partout. Non. Au centre nord, les terroristes. Évidemment, effectivement, tu nous dis ce que nous sommes en train de dire tout de suite. Quand l'armée, la police ou la gendarmerie doit intervenir dans un endroit, elle a la géographie de l'endroit, elle a la géographie de la population, elle en tient compte pour ne pas donner lieu à d'aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est vu. Et puis, à côté de chez nous aussi, c'était, excuse-moi beaucoup, Loukman, mais c'était des Savadogo. Bien sûr. Mais j'espère. Aranyongo, mais on t'a pas exécuté. On t'a pas exécuté. Ça vous dit tout simplement, on ne peut pas partir sur le principe que la région est ceci et cela. Non, on dit tout simplement. Je m'explique. Non, il faut que je sois. Mais laisse-moi terminer. J'ai dit, nous, ce que nous disons ici, nous demandons seulement à la police, à la gendarmerie, à l'armée, à tous ceux qui s'occupent de notre sécurité, de faire un travail de professionnel. Travailler normalement. Ceux qui sont accusés, il y a des doutes sur eux, on les traduit devant la justice. Ces gens-là, ils vont se défendre. Comme Évariste l'a dit, même s'il faut les tuer, il faut les tuer avec la règle. Avec la règle de mort. C'est tout. On n'a pas dit qu'on était d'accord avec ce qu'ils ont fait. Hein. À l'est de notre pays, ils ont décrété le couvre-feu à 19h. Et ils ont mené des opérations. Et dans leurs termes encore que j'avais employé avant, ils ont désactivé le patron de ce qu'ils appellent les terroristes. Sauf que ces gens ne vont pas attendre qu'on vienne les prendre. Non. Le gars voulait migrer vers le Togo et on l'a arrêté. On a un appelant, M. Bani Ismaël, qui appelle de Ouagadougou, sur le même sujet du rapport MDHP. M. Ismaël. Oui, bonjour. Allez-y, bonjour. Oui, je appelle pour intervenir par rapport au sujet sur l'adoption de la nouvelle constitution plutôt.
Bon, vous avez dit le sujet. Ben, allez-y, vous avez raison. Premier sujet, c'était ça. Allez-y. Ok. Je me pose la question concernant la voie référendaire. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. On vous écoute. Voilà, je me pose des questions par rapport à la voie référendaire parce que il faut expliquer à la population le contenu même de la Constitution. Parce qu'un citoyen simple qui va aller voter oui ou non sans comprendre le document même, le contenu de la Constitution, je pense qu'on risque de se rabattre à des fins politiques. Quelqu'un qui veut faire passer des lois, chaque parti bat campagne par rapport au contenu. Maintenant, les 192 personnes composant le comité, je ne suis pas sûr que tous les citoyens sont représentés, comme le disait quelqu'un sur le plateau. Donc, je pense que la voie parlementaire, il y a des gens bien instruits qui connaissent très bien le contenu et qui peuvent voter et qui vont légitimement représenter toute la population. Alors, Monsieur Bani, on a vu aussi des votes où une partie des députés sont sortis, une partie. Est-ce qu'on va tomber dans la mécanique de la majorité arithmétique là, où ceux qui sont forts en nombre, ils l'emportent toujours? Est-ce que ça règle le problème de la Constitution? Non, je crois que là, c'est un couteau à double tranchant. Parce que même par voie référendaire, peut-être beaucoup vont voter par parti politique. Parce qu'il sait qu'il y a des politiciens qui vont demander à ce qu'on vote non, d'autres vont batailler. Bon. Pourtant, ici, c'est le contenu de la Constitution qui est important. D'accord. Juste Oui. pour rebondir sur ce qu'il a dit. Oui. Quand on organise un référendum, c'est pour trancher sur un sujet qui divise la société en question. Or, dans cette affaire-là, les partis de l'opposition qui sont dans la commission constitutionnelle ont entériné toutes les décisions qui ont été prises. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de contestation. Mais est-ce que ça enlève le droit du constituant originel? Le constituant originel, c'est le peuple, c'est pas... Je ne dis pas que ça enlève. Non, je ne dis pas que ça enlève. Il n'y a pas de représentant du droit. Mais si pendant la campagne, si des gens ne vont pas sortir dire, moi j'appelle à voter pour le non, parce qu'il y a ça, quel est l'intérêt d'organiser un référendum? Juste par pur juridisme, par mimétisme? Non, pas par pur juridisme, c'est le principe. Non, mais parce que le Burkina, on est dans le puritanisme juridique. Vokuma. Qui n'a pas de sur sens. les quatre républiques que le Burkina a connues jusqu'à aujourd'hui, toutes les constitutions ont été votées. On est passé d'une république à une autre par référendum. Oui, mais attendez, il y a quelque chose qu'il faut dire. Oui. Aujourd'hui, tu as bien cité l'article 185. Mais imaginez que 195 qui dit qu'il faut l'adopter par la voie référendaire. Comme je l'ai dit, si ce n'était pas une promesse de campagne, on peut imaginer que le président Roch fasse son mandat, il termine, et qu'on ne change même pas de constitution. Est-ce qu'il aurait eu un problème? J'ai dit aujourd'hui, ce qui manque au Burkinabé, ce n'est pas une nouvelle constitution. Moi, j'ai dit aujourd'hui qu'on adopte la constitution par voie référendaire, Ça ne changera rien. par voie parlementaire, même par pétition, ça ne change pas le commun des Burkinabés. J'ai dit, mais il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on l'adopte par la voie. C'est un business. C'est un business. Et ça, là, il ne peut pas nous empêcher de dire ça. Donc, d'accord. le plan juridique que l'on choisit là, bon, si on le réduit au mercantile, ça ne va pas. Parce que le référendum permet aux citoyens de pouvoir jouir de son droit constitutionnel. Voilà, c'était une constitution constitutionnelle. Il faut envoyer 5,6 millions d'exemplaires de la Constitution aux ceux qui sont inscrits. Mais normalement, Alors, il faut monsieur, le faire. on va prendre... Avant le référendum. On va prendre quelqu'un. Normalement, à écouter Ali, certains arguments ici. On va prendre quelqu'un, on va revenir. Niambré Brahima qui appelle de Ouargaï. Alors, sur le sujet 3. Ouais, bonjour, oui, allez-y, le sujet 3, c'est la crise au Minefid, c'est ça? Oui, c'est le bénéfice. Moi, je vois ici que les banquiers n'ont pas mesuré d'abord le problème avant de s'engager. Je pense qu'ici, bon, lorsqu'on veut s'engager, on doit prendre tous les contours du problème. Il y a les dossiers anciens, il y a, par exemple, les assurances. Maintenant, si eux, ils ne veulent pas suivre les lois, les règlements, parce que moi, je suis fonctionnaire, quand tu pars pour un prêt, il y a des procédures. Si eux ne font pas ces procédures et qu'il y a des problèmes, c'est comme vous venez de dire,
tout le monde a joué et il y a un qui va perdre. Donc c'est la banque qui doit avoir perdu. Ça, c'est casino. Maintenant, je revenais même pour dire, vous voyez, au niveau des écoles professionnelles, eux-mêmes, ils tentent de donner des crédits aux élèves professionnels, alors que les gens n'ont même pas fini de faire les trucs. Imaginez, tous ce sont des risques. Donc je vois ici que le gouvernement ne peut pas venir et enlever notre budget, là, aller éponger les crédits de ces banquiers, de ces choses-là, de ces ministères et des fonds communs là. Donc ils n'ont qu'à s'entendre, même s'ils vont appeler les avocats pour défendre leur cause, vraiment, c'est eux qui ont joué entre eux, nous on n'était pas au courant. Maintenant, je pense que comme disait le 25%, les éléments de municipes sont là, maintenant ils ne veulent pas récupérer, faire rentrer l'argent pour qu'il y ait toujours des choses, comme on appelle, des pénalités. Donc, je pense que le municipal doit quand même laisser tomber. Ce n'est pas le gouvernement qui les a mis dans ces problèmes. Ce n'est pas le peuple qui les a mis dans ces problèmes. C'est eux qui sont entendus avec les banques. Donc, que les banques s'entendent avec eux et puis ils continuent à prendre les trucs. Voilà ce que moi je voyais. D'accord. Ok, merci monsieur Niambré. Ce qu'il faut dire que c'est sur le plateau ici qu'on dit que c'est comme un casino, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des difficultés, mais ça va s'arranger parce que les banques ont leurs droits également, c'est leur dû. On sait que dans le cas du PNDS, les banques commerciales ont contribué à hauteur de 100 milliards pour faire avancer le pays, donc on ne peut pas venir les jeter. Du coup, comme ça, la responsabilité aussi est vraiment là. Voilà, vraiment une seconde parce qu'on les responsabilités étant partagées, ils sont obligés d'aller faire des arrangements, comme au temps de la transition. Il faut faire un arrangement. Des accords, voilà, c'est comme ça. Des accords secrets. Voilà. D'accord. Alors, on est donc au thème de cette émission-là, qui a été très heurté. Hein, voilà. Merci à vous d'être venu sur ce plateau-là. Donc, je rappelle que j'étais avec Vokuma Joachim est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net, un journal qui paraît en ligne. Merci pour l'exclusivité de l'annonce de la question du référendum ou de la voie parlementaire. Merci. C'est une information de Kasseto.net. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTB, Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef et présentateur également du journal. Merci Ali d'être passé sur ce plateau. Et juste à côté, André-Eugène Ilboudo, homme des médias, directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être passé. Et puis enfin, Évariste Faustin-Concebo, je dirais docteur Évariste Faustin-Concebo, qui est communicateur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORA, que le Forum alternatif des citoyens. Il y a des appelants qu'on n'a pas pu prendre. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Monsieur Koyo, qui appelait de Ouaga, Monsieur Konaté Bouraïma. Ce sera peut-être la semaine prochaine, la semaine surprochaine, j'allais dire, pour un autre numéro de Presse Éco. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, si Dieu le veut.